Vous avez fini votre mix et vous vous posez peut-être la question de savoir qu'est-ce que vous devez fournir exactement au studio de mastering. Donc quel type de fichier, à quelle résolution, à quel niveau de sortie. Bref, toutes ces questions que moi-même je me suis posées pendant très longtemps. Et je peux vous dire que j'aurais donné très cher pour avoir un fichier, le mix, avant mastering, par exemple, d'un titre que j'adorais et que je connaissais par cœur pour savoir exactement qu'est-ce qui allait se passer au mastering et qu'est-ce qu'on était en droit et qu'est-ce qu'on était surtout en devoir de donner au studio de mastering. Donc, si vous vous posez cette question, eh bien je vais tenter d'y répondre assez longuement parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir et il y a en tout cas pas mal de choses que je voudrais vous dire sur ce que vous devez fournir au studio de mastering. C'est tout de suite, c'est après l'indicatif. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais tenter de répondre à la question ce que l'on doit fournir à un studio de mastering et donc pour faire son master suite à son mix. Alors, en attendant bien entendu le visionnage qui va être passionnant, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif pour celles et ceux qui sont intéressés. Il y a des e-books gratuits à télécharger. Voilà, c'est dit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, bref, sur plein de choses. Allez y jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Donc, la vraie question du jour, c'est de savoir eh bien, ce que l'on doit fournir à un studio de mastering. Alors, cette question est ultra légitime, je vous rassure, puisque je me la suis moi-même posée pendant des années. Et comme je le disais, j'aurais aimé savoir, par exemple, comment sonnait réellement le mix de, par exemple, un des titres de System of a Down sur l'album, par exemple, Hypnotize, pour savoir vraiment comment, qu'est-ce qui se passait entre le mix et le master. Alors, n'ayant pu avoir cette réponse, j'ai travaillé un petit peu de façon empirique, et donc aujourd'hui je fais mes mix et je fais mes masters. Donc, ce que je vais vous dire, puisque en fait sur le net, vous allez trouver tout un tas d'informations. On va revenir sur certaines de ces informations. Donc l'idée c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Les conseils que je vais vous donner sont issus donc de ma propre expérience et de la manière dont je travaille aujourd'hui. Je vais vous expliquer par contre pourquoi je sais que ça marche et pourquoi je vous recommanderais certaines choses. Après, bien entendu, chacun est libre de ses choix, mais surtout de ses goûts musicaux et de ce qu'on aime entendre. On n'entend pas tous forcément la même chose. Notamment en termes de mastering, il y a des personnes, des artistes qui ne jurent que par des masters super forts. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Et je vais vous expliquer pourquoi de faire des masters forts, c'est une erreur. Voilà, donc on va y revenir dans le cours de cette vidéo. Et puis je vais vous donner aussi des liens sur des vidéos que j'ai déjà faites sur le mastering, qui vont venir un petit peu, parce que je ne vais pas réexpliquer plusieurs fois la même chose, de choses que j'ai déjà faites, sur lesquelles j'ai déjà fait des vidéos. Donc je vous indiquerai un moment, je montrerai comme ça les bras en l'air, pour vous indiquer un petit peu les vidéos que j'ai déjà faites sur le mastering. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est une espèce de logique qu'il y a entre le mix et le mastering. C'est une logique que moi j'applique, et donc je vais vous expliquer pourquoi cette logique fonctionne. Maintenant, comme je l'expliquais, il n'y a pas de vérité absolue. Si vous aimez les masters super forts, eh bien sûrement il y a une partie des informations que je vais vous donner dans cette vidéo qui ne vont pas vous intéresser, puisqu'ils ne seront pas recevables pour vous. Mais ce n'est pas grave, le principal c'est que le master corresponde exactement à ce que vous voulez. Donc, moi je vais vous expliquer, à mon avis, ce que vous devez fournir en termes de mix pour un studio de mastering, qui, quel que soit votre choix, d'avoir un master ultra fort ou d'avoir un master cohérent et suffisamment assez fort, vous allez pouvoir choisir réellement ce que vous allez avoir. Parce que si vous avez un mix qui est déjà assez fort, donc qui se rapproche d'un master, vous ne pourrez pas avoir quelque chose qui va sonner super large avec beaucoup de dynamique, mais ça, je vais y revenir. Par contre, la première info que je tiens à vous donner, et ça, c'est un petit peu ce que l'on croit quand on démarre, je dirais quand on travaille, et notamment quand on est en home studio, et qu'on se dit, bah tiens, je vais quand même passer par un studio de mastering pour finaliser mon mix, et ça, je trouve que ça peut être une bonne chose,
que de faire un master à la maison si déjà vous ne maîtrisez pas forcément super bien les mix. C'est que la règle numéro 1, c'est que si vous avez des problèmes sur votre mix, vous pourrez difficilement les récupérer au moment du master, ou bien ce sera en fonction d'un compromis. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui est mal mixé, eh bien en fait, sur le master, on ne mixe plus, on fait un mastering, et donc la personne qui va faire le master va être obligée de faire un compromis. Si par exemple c'est trop brillant, eh bien elle va devoir travailler pour rendre votre mix moins brillant. Mais ça va être au détriment de certains instruments qui ont besoin malgré tout d'avoir un peu de brillance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ce qu'on dit, on verra ça au moment du mix, eh bien parfois on se dit, et je l'ai fait moi aussi, eh bien en fait on verra ça au moment du master, ce qui est faux. En fait, les erreurs que vous allez faire à l'enregistrement, vous allez les payer au moment du mix, et les erreurs que vous allez faire au moment du mix, vous allez les payer au moment du mastering. Donc c'est vraiment toutes les prods que vous écoutez qui sont vraiment super bien faites, dites-vous bien qu'il n'y a pas eu de compromis à aucune étape, et donc tout a été réglé en temps. Ça, c'est quelque chose de très très difficile à comprendre, puisque en fait, et on va pas se le cacher, sur les grosses prods, la personne qui mixe travaille quasiment main dans la main avec la personne qui masterise. Et en gros, sur vraiment les grosses prods, eh bien en fait il y a des allers-retours entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que quand à un moment donné, la personne qui fait le master dit bah voilà, j'ai un problème là-dessus, le mec le change dans son mix, le réexporte, et puis voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont faites sur les grands albums, où il y avait vraiment beaucoup de moyens, et beaucoup d'argent était mis sur le mastering. De mémoire, il y a une petite vingtaine d'années, sur les albums de Madonna, le budget mastering était entre 50 et 80 000 $, puisque vraiment c'était beaucoup de temps, consacrait beaucoup de temps, et comme je vous disais, il y avait des allers-retours entre le mix et le master pour corriger les uns et les autres. J'imagine que vous n'avez pas ce budget-là, moi non plus d'ailleurs, et donc ça c'est un truc que vous devez garder en tête, c'est si vous faites une erreur au moment du mix, eh bien ça va être difficilement récupérable, ou si c'est récupérable au moment du master, ça va être au détriment d'autres choses, puisque on travaille sur un fichier stéréo. Voilà, donc ça c'est le warning que je voulais vous mettre, et donc gardez bien ça en tête. Si vous faites le mix, ou si vous travaillez avec quelqu'un qui vous mixe vos titres, et qui vous dit non mais ça en fait on pourra le corriger au moment du mastering, c'est du pipeau. Au moment du mastering, on va s'occuper de l'image globale, on va s'occuper de rééqualiser, on va s'occuper de gérer la dynamique, le volume, mais oui, on peut DSer certaines choses, oui, on peut faire des coupes, on peut faire des choses, mais c'est toujours au détriment d'autres instruments, donc gardez bien ça en tête. Ok, donc la première question que vous pouvez, et que peut-être vous devez vous poser, en tout cas qu'on me pose quand je fais des masters pour des clients, c'est de savoir est-ce qu'on doit fournir un fichier stéréo ou des stems. Alors déjà, les stems, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros des pistes séparées, où vous avez par exemple la batterie, vous avez une piste stéréo de la batterie, vous avez une piste stéréo de la basse, vous avez une piste stéréo des guitares, ou des claviers, ou des instrus, et une piste stéréo de la voix. Voilà, en gros, il y a 5 grandes familles de stems. Et donc en fait, c'est un peu les choses qu'on se pose la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit fournir un fichier stéréo, ou alors est-ce qu'on doit fournir les stems. Alors sachez que c'est pas du tout la même chose. Voilà. Quand on me demande est-ce que je peux t'envoyer les stems pour faire le master, je dis bien entendu oui, je peux le faire, ça me pose aucun problème, mais à ce moment-là, avant de faire le master, je vais peut-être me poser des questions de mixeur. C'est-à-dire que je vais commencer à regarder déjà sur les stems, quand je vais écouter les 4 ou 5 stems qu'on va m'envoyer, si tout est cohérent, si j'ai besoin de retravailler, si j'ai besoin par exemple de rééqualiser les guitares, parce qu'il y a des guitares qui viennent en conflit avec la batterie par exemple, ou est-ce que la voix est suffisamment forte, est-ce que je vais devoir la remonter, ou peut-être la recompresser, ou ce genre de choses. Bref, vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, je vais me poser tout un tas de questions qui ne sont pas du tout des questions que je dois me poser au moment du master. Les questions que moi je me pose quand on me donne un fichier à masteriser, je me pose vraiment juste des questions, je ne me pose pas des questions d'artistique. C'est-à-dire que je vais juste faire en sorte que je dois améliorer, ça veut dire passer un certain stade, mais c'est comme un vernis que je vais mettre
sur le mix pour le rendre plus fort, plus large, avec peut-être plus de bas ou peut-être plus d'aigus, voilà, qu'il soit plus ouvert. Voilà, c'est des genres de questions que je vais me poser. Là, si vous me donnez les 5 familles d'instruments, eh bien en fait je vais me reposer des questions de mixeur, et donc je vais regarder est-ce que tout est cohérent, est-ce que je dois refaire des automations sur certaines choses, bref, c'est faisable, bien entendu, mais c'est pas le même boulot, et c'est surtout un boulot supplémentaire. Donc, bien souvent, ce que je dis, oui, je peux le faire, mais je vais vous demander un budget supplémentaire par titre, puisque je vais déjà, quelque part, remixer ce que vous me donnez, s'il y a besoin, et où, après, je vais faire le mastering. Donc, vous vous rendez compte, c'est 2 étapes différentes. Donc, dites-vous bien, si jamais vous posez la question et vous proposez à la personne qui va faire le mastering de travailler à partir de ce thème, c'est peut-être que vous n'êtes pas entièrement sûr de votre mix. Et ça, je vous dirais que moi, quand je masterise, je me pose plus de questions. C'est-à-dire que je fais avec ce qu'on me donne, et donc je vais m'occuper de savoir est-ce que tout rentre bien pour faire le meilleur master possible. Donc ça, c'est très important, ce n'est plus la même casquette, c'est plus le même chapeau. Quand vous faites un mix et un master, c'est vraiment 2 choses différentes. Donc, ce que je vous recommande, c'est de donner un fichier stéréo, voilà, de ce que vous faites. Vous pouvez par exemple, par contre, demander à la personne qui va s'occuper du master, moi c'est quelque chose que je fais, c'est-à-dire que je fais déjà une première écoute pour dire est-ce que, voilà, je trouve qu'il y a des gros points à améliorer dans le mix, ou vraiment des erreurs qui vont faire que on va vraiment galérer et jardiner au moment du master. Donc ça, c'est des points, je fais une pré-écoute, ça me prend pas très longtemps, et donc je donne des indications. Mais une fois que j'attaque le master, je fais pas du mix. Voilà, donc si vous voulez, par exemple, que vous n'êtes pas sûr de votre truc, et qu'il y ait quelque part un remix de fait, et bien envoyez les stems, mais ça va vous coûter plus cher. L'autre point aussi qui est important, en point numéro 2, c'est votre mixbus. Bien souvent sur votre mixbus, vous avez, j'en ai parlé sur les 2 dernières vidéos sur les 10 erreurs fréquentes sur les EQ et les 10 erreurs fréquentes sur la compression. Je parle à un moment du mixbus, c'est-à-dire que sur le mixbus, vous devez mettre des EQ, des compressions, certaines choses, donc un certain type de traitement. Et en fait, la question que l'on voit souvent au moment du mastering, c'est de se dire, est-ce que je dois exporter mon mix avec les effets que j'ai sur mon mixbus? Alors, ma réponse, c'est oui, bien entendu, puisque les EQ, les compressions, si vous mettez un élargisseur, bref, c'est quelque chose que vous avez mis en fonction de vos goûts. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous entendez votre mix, c'est comme ça que vous entendez votre musique. Donc je vous dirais, oui, vous devez exporter votre mix avec les effets qu'il y a sur votre mixbus. Puisque, je dirais, si c'est en plus vous qui mixez, c'est vos choix, vos goûts, votre responsabilité de producteur. Donc je dirais, moi, en tant que le master que j'ai à faire, j'ai rien à dire dessus. Si vous l'entendez comme ça, moi je dois travailler à partir de ce que vous entendez. Maintenant, comme je le disais dans le point précédent, si jamais je trouve qu'il y a un truc too much, avant de me mettre à bosser, je vais écouter et je vais dire, es-tu bien sûr que, est-ce que ça m'est déjà arrivé de dire, t'as mis un compresseur sur le mixbus, ou est-ce que t'as mis ci, ou est-ce que t'as mis ça, parce que j'entends un truc qui me paraît bizarre. Donc ça, c'est une conversation, c'est une discussion que vous pouvez avoir avec des gens qui vont s'occuper de votre mastering, et que je vous recommande d'avoir, puisque normalement, alors ça peut être le problème avec certains gros studios de mastering, c'est-à-dire que vous leur envoyez les fichiers, une fois qu'ils ont l'argent, ils font le master de ce que vous leur donnez, ils ne vous posent pas de questions parce que c'est pas leur problème. Ça, c'est, je dirais, ils ont à la fois raison, et à la fois, quand on entend un vrai problème sur plusieurs titres, autant le signaler au client pour lui dire « Es-tu bien sûr ?» Donc ça, c'est moi, en tout cas, c'est quelque chose que je fais, et je mets, dès l'instant où le client me répond « Oui, oui, c'est bon », je me mets au boulot, mais je préfère quand même avoir le bénéfice du doute, et laisser le bénéfice du doute à mes clients. Donc, comme je le disais, si vous avez des effets sur votre mixbus, eh bien c'est comme ça que vous devez livrer votre mix avant pour le mastering. Le seul bémol, pour moi le seul bémol, et je vais revenir un peu plus longuement après, c'est si vous finissez par un limiteur. Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé. Le problème du limiteur sur un mixbus, c'est que en fait, il va quelque part faire le boulot de la phase finale qui est
au moment du mastering, qui est donc de limiter l'ensemble pour pouvoir mettre à niveau. Et sur un mix, et on va revenir dans le point suivant, on n'en est pas là. Comprenez bien qu'un limiteur, c'est un compresseur à l'infini, c'est-à-dire que passer un seuil, il coupe. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui passe. Et à ce moment-là, ce que vous allez supprimer, ce sont des pics de dynamique, ce sont des informations, et en fait, ces informations-là, vous les coupez au moment du mix, qui est une étape intermédiaire au résultat final que vous souhaitez avoir. Et ça, c'est toujours problématique, c'est pour ça que je déconseille de mettre un limiteur sur le Mixbus, et ça je l'évoquais dans ma dernière vidéo sur les 10 erreurs fréquentes avec la compression. Ne mettez pas, s'il vous plaît, de limiteur sur votre Mixbus, puisque vous allez, pour faire simple, quelque part, couper des informations qui sont importantes pour le mastering, et en fait, vous allez bien souvent couper de la dynamique, couper du vrai loudness, et donc en fait vous allez bien souvent, on utilise rarement un limiteur juste pour couper, on en profite en même temps pour remettre encore plus de niveau, et ça c'est une erreur que l'on va voir dans le point suivant. Donc mon conseil sur le Mixbus, gardez vos effets d'équalisation, de spatialisation, de compression si vous en avez, mais s'il vous plaît, coupez votre limiteur pour fournir quelque chose où il n'y a pas de limiteur pour le mastering. Troisième point évoqué, important, ce sont les formats. Voilà. Ça c'est pareil, on me pose souvent la question, quand on m'envoie des fichiers, quel format tu veux? Alors, je vais faire simple, puisque je ne vais pas rentrer dans les explications de fréquence d'échantillonnage, de résolution, bref, des points que j'aborde dans le cadre de mes formations, que vous pouvez voir donc dans le descriptif, où à chaque fois j'explique, notamment sur la formation Cubase, sur la formation enregistrée son groupe à 4 micros et un laptop, bref, sur l'ensemble des formations, je fais toujours un rappel des sessions, comment paramétrer une session donc entre fréquence d'échantillonnage et résolution. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans ce cadre-là. Maintenant, dans le cadre d'un mastering, c'est en fait, dites-vous bien que le format de sortie d'un fichier en mastering, c'est, on va dire encore communément, le format, ce qu'on appelle qualité CD, c'est-à-dire un 44.1 kHz en résolution 16 bits. Maintenant, ce que je recommande quand vous travaillez en enregistrement, mixage et tout ça, c'est de préparer vos sessions au moins en 48 kHz, voilà, et en format au moins 32 bits flottant. Maintenant, tous les dos travaillent en... vous pouvez choisir la fréquence d'échantillonnage et la résolution. Donc vous avez communément 44.1, 48, 96, vous avez le 88 aussi qui est parfois utilisé. Vous pouvez avoir le 192. Mais sincèrement, si vous travaillez en 48 kHz en session dans votre dos, c'est très très bien. Maintenant, vous devez travailler minimum en 24 bits. Voilà, et ce que je vous recommande, c'est de travailler en 32 bits flottants. Donc, sous quel format vous devez fournir votre fichier pour le master? Eh bien, ma réponse, elle est assez simple, c'est dans le format et la résolution de votre session de travail. Donc, pour faire simple, si votre session de travail est en 48, 32 bits flottants, vous exportez un fichier en 48 kHz, 32 bits flottants. Si vous êtes en 96 kHz, eh bien vous exportez en 96 kHz. Si vous êtes en 192, exportez en 192. Voilà, vous pouvez descendre, mais en tout cas, ce qui ne sert à rien, si vous êtes en 44.1, votre session de travail est en 44.16 bits, ça ne sert à rien de l'exporter en 48 kHz, 32 bits flottants. Vous n'allez rien avoir, vous allez même... Certains disent que vous allez créer des choses dont on n'a pas besoin, mais en fait, dites-vous que l'idéal, c'est d'avoir de partir sur votre session de travail sur la fréquence d'échantillonnage et de résolution la plus haute pour baisser, voilà, au fur et à mesure et travailler selon cette logique. Par exemple, moi, quand je mixe, je suis en 48 kHz 32 bits flottants, et donc je fais mes exports en 48 kHz,
mais je l'ai fait en 64 bits flottants parce que Cubase, en interne, sur le travail des plugins, mes sessions sont configurées pour travailler en 64 bits flottants. Donc je fais simplement un export 48 kHz, 64 bits flottants, puisque c'est comme ça que ma session travaille. J'ai enregistré en 48 kHz, voilà, 32 bits flottants, mais comme je travaille en interne en 64 bits flottants, je fais une sortie dans la résolution et la fréquence d'échantillonnage maximale à laquelle je travaille pour avoir exactement la même chose au moment du master. Et je peux vous dire, j'ai fait pas mal d'essais, et que si par exemple vous exportez en 44.1 16 bits, eh bien en fait vous tronquez déjà un maximum d'informations que vous avez au moment de votre mix, mais qui ne sera pas présent dans le fichier sur lequel on va travailler au moment du mastering. Et dites-vous bien, plus vous avez une résolution et une fréquence d'échantillonnage élevée par rapport au format sur lequel vous travaillez dans votre dos, plus, je dirais, ça va être simple au moment du master, parce qu'ils vont travailler au même format, même résolution, et puis, de toute façon, ils pourront faire les exports en 44.1, en MP3, et voire même en format haute résolution, comme c'est le cas aujourd'hui qu'on peut fournir sur certaines plateformes, c'est-à-dire en 48 kHz, 24 bits. Voilà, donc ça, dites-vous, la règle, c'est de fournir le fichier, votre fichier de mix, dans le format de votre session telle qu'elle a été configurée. Donc voilà, ça c'est le point numéro 3. Le point numéro 4 qui est, eh bien moi en tout cas, un des points sur lesquels je me suis posé le plus de questions, c'est à quel niveau de sortie on doit fournir son mix. Alors sur ce sujet-là, j'imagine que vous avez déjà fait des recherches et que vous allez trouver plein de réponses. Voilà, donc ce que je vais vous dire, ce n'est pas, je le redis, une vérité absolue. Je vais vous expliquer, moi, pourquoi je fais ça, pourquoi je vous conseille ça, et quelle est la logique, en fait, derrière, parce que, bien entendu, il y a une logique. Pour cela, dites-vous que il faut partir, en gros, d'une échelle, et cette échelle-là, c'est le 0 dB LUFS, donc c'est le 0 dB absolu. Passé ce stade-là, vous n'avez rien, vous n'avez que... il n'y a plus de 0 et de 1. Voilà. Donc on est en format numérique, et donc le 0 dB LUFS, c'est vraiment le maximum. Donc, à quel niveau vous devez sortir votre mix? Donc je vais vous faire la réflexion inverse. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des albums, donc pour ça j'ai fait des vidéos par le passé, donc je vais vous mettre les liens ici au fur et à mesure. Donc vous avez le mastering en 2020 qui est en 2 parties, où je vous explique plein de choses, donc je ne vais pas revenir sur ça. Et puis vous avez le volume des masters qui sont en 3 parties de mémoire que j'ai fait au tout début de Bibi Blabla, qui vous explique plein de choses aussi. Donc allez voir, il y a à peu près 5 vidéos, il y a pratiquement 3 heures de contenu gratuit, entièrement gratuit sur ça, puisque c'est vraiment le sujet qui est pour moi le plus important, qui m'a permis de comprendre comment travailler en home studio. Donc vraiment, je vous recommande d'aller regarder ces vidéos-là, puisque si vous voulez vraiment comprendre ce que vous devez faire au moment du mix, il faut comprendre ce qui se passe au moment du mastering. Donc je vais essayer de refaire vraiment quelque chose de très très simple. Je vous ai parlé du 0 dB et l'UFS, donc c'est le 0 absolu. Et donc, vous avez des albums très forts sortent à -4, -6, ok? Donc les plateformes type YouTube et Spotify sont aux alentours de -14. Donc voilà, vous avez déjà une idée de ça. Et donc ce qui veut dire que tout ce que vous allez fournir sur ces plateformes-là, si par exemple vous avez un master qui sort à -6, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser le volume, et donc pour le mettre à -14. Et à ce moment-là, il va se passer ça. Je vous mets un petit dessin que j'ai trouvé, que je trouve très explicatif, ce qui vous permet de voir en fait, donc vous avez format de sortie, vous avez vos ondes, et vous vous rendez bien compte que si vous êtes super fort, par exemple à -6 dB LUFS, et bien en fait quand vous allez repasser à -14, vous voyez, vous avez un petit boudin, quelque chose qui a été super écrasé au moment du mastering, et donc quelque chose de très très faible. Si au contraire vous avez un master qui sort à -12, où vous avez conservé la dynamique, parce que ce que vous voyez là, si vous n'avez pas un boudin, c'est que vous avez conservé la dynamique, quand ça repasse à -14, vous avez toujours votre dynamique. Et entre les deux, entre le vert et le rouge, ce qui sonne le mieux, je peux vous le dire, c'est le vert.
Et comme aujourd'hui la musique est consommée sur les plateformes à 80-90%, il est souhaitable, et ça j'en parle dans le mastering en 2020, il est souhaitable que votre mix, que votre master, que votre musique sonne le mieux possible sur YouTube et sur Spotify. Alors il y en a qui vont dire, oui mais c'est l'algorithme de YouTube, c'est dégueulasse. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Quand ça sonne dégueulasse sur YouTube, c'est parce que vous avez fait un master trop fort et qu'il passe de -6 à -14, donc il n'y a plus de dynamique et donc votre truc sonne super plat. Donc ça, je vous le redis, j'ai fait des vidéos là-dessus. Allez voir, il y a à peu près 3 heures de contenu entièrement gratuit. Allez y jeter un œil. Sincèrement, c'est ultra important, puisque tout le travail que vous faites en home studio et dans le mix que vous allez faire peut être vraiment saboté si vous ne prenez pas en compte ça. Donc vraiment l'idée, c'est avant de savoir à quel volume vous devez sortir votre mix, et je vais vous répondre dans peu de temps, vous devez comprendre comment en fait on finit, c'est quoi le maximum, donc le 0 dB l'UFS, en gros jusqu'où vous pouvez aller, comment va être consommée votre musique, donc c'est sur les plateformes, donc sur les plateformes, tout est mis au même niveau, aux alentours de -14 dB l'UFS, et donc à partir de là, vous avez déjà un semblant de réponse. C'est-à-dire que si vous faites un mix super fort, c'est-à-dire que si vous sortez un mix, qui m'est arrivé déjà, des clients m'envoyaient des mix aux alentours de -10, sachant que normalement ça devrait être à -14 pour bien sonner sur les plateformes, c'est-à-dire que moi à -10, j'ai pas le choix que de remettre plus de volume, voilà, pour que le client soit content. Donc en fait, c'est là où je vais taper dans les -6. J'ai horreur de ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout ce que j'aime faire. Par contre, si j'ai un mix en deçà du -14, on va dire qu'il y a un peu le référent aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme ce que je préconise, un mix qui soit vraiment calibré au K20, c'est-à-dire K20 c'est un vumètre de mesure créé par Bob Katz, qui est un des maîtres en termes de mastering. Et donc en fait, si vous calibrez votre mix en K20, vous arrivez au 0 du K20, et bien à ce moment-là, ça veut dire que vous avez toute la réserve de headroom, enfin tout le headroom, ce qu'on appelle donc en français la réserve de dynamique. Donc vous avez tout le headroom nécessaire pour qu'au moment du mastering, eh bien, la personne qui va gérer le mastering va vous faire passer de -18, -20 en gros, soit à -14, soit à -12, soit à -10, soit à -6. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous sortez un mix qui est déjà à -10, c'est-à-dire que vous avez déjà empiété sur le travail du mastering, et eh bien en fait, ça veut dire que déjà votre mix il va être super fort, il va être très écrasé en termes de compression et de limiteur, parce que vous êtes obligé pour arriver à -10 déjà d'avoir un limiteur en sortie de mix, donc ce que j'ai dit avant, c'est pas bien, faut pas faire ça. Donc vous avez déjà écrasé une partie de la dynamique, et quand vous avez déjà écrasé une partie de la dynamique, la seule chose qui reste à faire pour la personne qui est en charge du mastering, c'est-à-dire c'est de faire encore plus fort pour que le client soit content. Et c'est comme ça que on a eu ce qu'on appelle la loudness war pendant des années, où en fait on mixait de plus en plus fort, et les masters étaient de plus en plus forts, parce qu'on pensait que, eh bien en fait la clé était là-dessus, parce que plus c'était fort, mieux c'est. Ça fait référence à la courbe de Fletcher et Munson. Je ne vais pas vous expliquer ça là, je l'ai fait dans les vidéos dont je vous ai parlé, qui sont disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc allez jeter un œil. Donc, la réponse sur le niveau de sortie, eh bien moi je vous conseille de travailler en K20, c'est-à-dire de sortir un mix entre -20 et -18 dB LUFS, ce qui laissera à la personne du mastering tout le loisir de pouvoir vous calibrer votre master, soit pour les plateformes, donc si vous voulez quelque chose de cohérent à -12, voilà, -12 je trouve ça bien. Moi je fais mes masters entre -12 et -10, voilà, comme ça j'ai juste un tout petit peu de dB retiré sur YouTube, mais ça ne change rien au master final de ce que j'ai fait, et surtout quand je compare avec les autres copains sur YouTube, j'ai plus de dynamique, ma musique est plus vivante puisqu'elle n'a pas été écrasée. Voilà, ça je l'explique déjà dans les vidéos, donc allez jeter un œil. Donc le truc, c'est que si vous faites ça, vous avez toute la réserve, vous avez tout le headroom nécessaire pour permettre à la personne qui va faire le master de pouvoir faire du bon boulot. C'est-à-dire que si votre goût, c'est d'avoir un master ultra fort, ultra écrasé, eh ben, bien à vous, la personne va pouvoir faire quelque chose de vraiment fort. Si au contraire, vous voulez travailler avec quelque chose de cohérent, avec un master suffisamment fort mais pas trop,
pour que quand ça passe sur toutes les plateformes Spotify, Deezer ou YouTube, eh bien votre musique reste musicale, eh bien avec donc toute la dynamique, tout le respect de la dynamique, eh bien il va vous faire un master aux alentours de -12 et tout le monde sera content. Donc ce qu'on voit, et j'ai encore eu le cas ce matin lors d'un cours que je donne en visio sur du mix, on m'a demandé, bah voilà, à combien je dois sortir mon mix, puisque je vois, on parle souvent de -6. Alors quand on vous parle de -6, j'ai jamais compris sincèrement ce que ça voulait dire, puisque en fait -6, j'imagine que c'est en pic, mais forcément si vous avez un limiteur en sortie de votre mix, et que vous réglez le threshold, donc le seuil à -6, forcément vous allez respecter le -6, mais ce qu'il y a avant va déjà être écrasé, puisque vous allez en profiter peut-être en même temps pour rajouter un petit peu de gain pour que ça sonne plus gros, parce qu'on aime bien quand ça sonne gros, et en fait quelque part, bah, vous respectez le -6, mais quelque part, entre le -6 où vous êtes arrivé et le 0 absolu, et bien en fait là c'est une partie de headroom qui est pas, enfin je dirais qui est pas bonne, c'est-à-dire que la personne pour faire du master, il lui reste plus rien, voilà, donc ne vous trompez pas, ce -6 là, si vous le prenez juste comme ça en me disant bah ouais moi j'ai respecté, j'ai mis un -6 puisque j'ai mis un limiteur, donc j'ai bien respecté les -6 dB de headroom, et bien en fait on n'en fera rien du tout. Donc l'idéal, une fois que vous travaillez en K20, sincèrement si vous travaillez en K20, vous n'avez pas besoin de limiteur sur votre mix en sortie, puisque en fait vous n'irez jamais taper dans le 0, vous n'aurez jamais de pic, ou alors si vous avez un pic, c'est que vous avez un problème sur votre mix, mais ça va vous permettre déjà de mixer avec tout le headroom nécessaire et toute la dynamique nécessaire sans être obligé de mettre un limiteur. Et donc voilà, donc méfiez-vous de ce fameux headroom -6 sur le mix, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Donc l'idéal, si vous ne pouvez pas avoir d'emmerde, c'est de mixer, que votre mix soit aux alentours de -18, -20, K20, -18, peu importe, mais que vous ayez ça. Plus vous allez fournir un mix fort, plus vous avez de chance, si vous n'avez pas de limiteur sur votre sortie de mix, d'avoir des pics. Si vous avez un limiteur, vous allez déjà commencer à empiéter sur le travail du master, du mastering, c'est-à-dire que vous allez commencer à écréter la dynamique, et c'est pas encore le moment d'écréter la dynamique, on en a encore besoin à ce stade-là. Et donc, vous, quelque part, comme on dit, vous vous tirez une balle dans le pied, en tout cas, vous n'allez pas dans le sens de votre musique. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, donc les 4 gros points, ou plusieurs gros points, en tout cas, le premier point, stéréo ou stem, faites bien attention, si vous fournissez des stems quelque part, on va vous demander un supplément, puisque c'est quelque part un travail de mix qu'on doit refaire ou corriger des choses. Le Mixbus, eh bien, en fait, vous gardez tous les effets que vous avez sur votre Mixbus, sauf le limiteur, à mon sens. Les formats, eh bien, en fait, vous exportez dans la résolution de votre session de travail dans votre DAW, donc si vous êtes en 44, en 48, 96 ou 192, voilà, vous exportez au maximum de résolution, voilà, dans laquelle vous avez travaillé, et puis ensuite, le niveau de sortie, et bien comme je vous l'ai dit, vous tapez sur le 0, beaucoup d'albums sortent encore malheureusement aujourd'hui à -6, ce qui est une erreur, puisqu'en fait quand ils finissent sur les plateformes, ben, vous avez bien vu, je vous remets le petit schéma, entre -6 et -14, et bien à ce moment-là, on a un petit saucisson et il ne se passe plus grand-chose. Donc plus vous allez fournir un mix à l'ingé qui va s'occuper de votre master avec tout ce headroom, toute cette dynamique, toute cette air qui va exister puisque vous avez mixé à -18 ou en K20, et bien à ce moment-là, il va pouvoir faire exactement ce qu'il veut, soit pousser comme un goret pour mettre un niveau de cheval si vous aimez ça, soit faire quelque chose de cohérent aux alentours de -12, -10, et puis voilà, dites-vous bien, pour conclure, que les derniers albums qui ont vendu le plus dans le monde, je prends l'exemple de Thriller de Michael Jackson, ou bien encore de Nevermind de Nirvana, et bien en fait, Nevermind, il est aux alentours de -16, aux alentours de -15, -14 dB LUFS, donc au final il n'a pas un son très très gros, hein. Et puis si vous prenez Michael Jackson, et bien la version originale, je crois qu'elle était aussi aux alentours de -16. Donc, plus vous allez monter le bouton volume de votre chaîne hi-fi, ce qui n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas sur vos enceintes, plus vous allez voir qu'il va se passer de choses, et plus vous allez faire un master fort, plus vous allez monter le volume, et plus ça va vous casser les oreilles, puisque plus le signal va être compressé, va être limité, et plus on va rajouter de distorsion numérique quelque part
des choses qui ne sont pas plaisantes aux oreilles. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre à ça, puisque c'est quand même un des sujets qui me passionne le plus. Donc voilà, donc vous avez ça. Je vous rappelle les vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube où vous pouvez aller voir. Vous avez à peu près 3 heures de contenu pour vous expliquer vraiment l'importance du mastering, et on parle aussi de mix. Vous avez donc les e-books à télécharger dans le descriptif. Vous avez des formations pour ceux qui veulent aller plus loin. Et puis si vous avez envie que je m'occupe du master de vos titres, eh bien je vous enverrai des exemples de choses que je fais. Enfin, il y en a déjà disponibles sur ma chaîne YouTube, plus d'autres trucs que je fais dans le hip-hop ou autre. Et puis, eh bien voilà, vous pourrez juger si je suis la bonne personne pour m'occuper de votre bébé, de votre musique. Voilà, je vous embrasse. Avant de se quitter, si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, merci de mettre un pouce, et merci d'en parler aux copains et de diffuser cette vidéo si vous pensez qu'elle va aider des home studioistes. Alors on m'a dit, ouais, faut pas dire home studioiste, je m'en fous, je dis ce que je veux. Donc si ça peut aider des home studioistes dans le format, qu'est-ce qu'il faut fournir au moment du master. Je vous embrasse, et puis je vous souhaite une belle semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!